Bonjour à tous, déjà, merci d'être venu pour ce meet-up OVH. Donc ce soir, on va parler d'OpenStack, on va parler principalement aussi des API OpenStack, on va s'intéresser à comment les utiliser, comment les utiliser efficacement, qu'est-ce qu'elles proposent, pourquoi les utiliser aussi. Je vais d'abord me présenter rapidement, je m'appelle Nathan, ça fait maintenant 5 ans que je suis chez OVH, j'ai commencé en stage là-bas. J'ai traversé différents produits jusqu'à arriver maintenant sur le produit Public Cloud, qu'on a sorti maintenant il y a 3 ans, et qui se base essentiellement sur OpenStack. Est-ce que tout le monde est plus ou moins à jour sur ce qu'est OpenStack? Est-ce qu'il y a besoin de faire quelques rappels? Euh, c'est jamais perdu. Donc, OpenStack, c'est quoi? C'est une brique open source qui permet de déployer du public cloud. Donc, vous prenez un ensemble de machines, de serveurs dédiés, ou vous pouvez même installer de l'OpenStack sur l'OpenStack. Prenez un ensemble de machines, vous venez installer toutes les briques OpenStack, et derrière, vous pouvez déployer des machines virtuelles, faire de l'object storage, virtualiser du réseau, et gérer du coup tout ce qui est nécessaire pour sortir un public cloud, ou éventuellement un cloud privé si vous le voulez, parce que rien n'empêche d'installer ça sur vos machines dans vos data centers. Et du coup, nous, notre utilisation d'OpenStack au niveau d'OVH, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille avec OpenStack. On avait commencé principalement avec la brique Swift, qui était la brique de stockage d'objets, pour Ubik à l'époque. On a ensuite commencé à tâter la brique Compute, donc la brique de démarrage d'instance avec Runabove, qui était un premier essai de public cloud. Et aujourd'hui, maintenant, on offre un vrai public cloud au niveau d'OVH avec OpenStack. Donc notre métier, une grande partie de notre métier au niveau d'OVH avec OpenStack, c'est vraiment de venir récupérer cette brique open source, d'y contribuer évidemment. On fait partie des gros contributeurs d'OpenStack au niveau mondial, et de à la fois le faire marcher sur nos infrastructures, le déployer, l'industrialiser, et finalement aussi le commercialiser. Donc à un moment donné, venir rajouter la couche qui permet de gérer aussi tout ce qui est facturation, tout ce qui est commande, tout ce qui est livraison de services, délivraison de services, tout ça. Et donc au niveau de mon équipe, on se place dans la partie qu'on appelle intégration, qui est la partie où l'équipe infrastructure a livré de l'OpenStack, l'a installé sur les machines, et nous on en fait un produit commercialisable. Donc par produit commercialisable, on entend bien évidemment tout ce qui est API, mise en place d'API pour le client, tout ce qui est mise en place d'outils, de facturation, de gestion de vie de service, etc. Et par conséquent, notre équipe, on est des gros clients des API OpenStack. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à faire ce talk-là, c'est que ça fait maintenant 3 ans et demi, 4 ans qu'on utilise essentiellement les API OpenStack, et du coup on a quelques trucs et astuces à partager aujourd'hui. Donc on parlait d'OpenStack. OpenStack a un mode qui est très modulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer au niveau d'OpenStack et installer uniquement les briques qui vous sont nécessaires. Donc il existe de nombreuses briques. On va par exemple la brique Compute, la brique des instances des machines virtuelles, qui va permettre de démarrer une instance, arrêter une instance, récupérer des IP, etc. Tout ce qui est la brique Object Storage par exemple, donc là on en parlait, c'est tout ce qui est de l'Object Storage. Vous allez avoir un endroit pour pousser des fichiers, récupérer des fichiers, pouvoir avoir des URL temporaires pour les montrer à vos clients. Un bon cas d'usage de l'Object Storage par exemple, c'est mettre vos images de votre site web dessus. Et du coup, à n'importe quel moment, elles sont disponibles, elles sont répliquées, elles sont sécurisées, etc., etc. On va avoir tout ce qui est block storage, tout ce qui est des volumes. Vous allez pouvoir créer des volumes, les attacher à des VM, les retirer des VM, les accrocher à d'autres VM. Toute la partie network aussi, qu'on ne voit pas forcément sur ce dessin-là, mais qui est toute la partie qui va permettre de faire pinguer vos VM, gérer du réseau privé, du réseau public, gérer du load balancer. Et donc au niveau d'OVH, aujourd'hui, on propose principalement la brique Compute, qui est la brique instance, qui va permettre du coup de démarrer des instances. On a des instances plutôt CPU, plutôt RAM, plutôt GPU, des instances pas chères. On démarre à 3 euros jusqu'à des instances plus chères. Toute la partie Object Storage, on propose du Public Cloud Storage et du Public Cloud Archive. Du coup, la différence, c'est un coût un peu inférieur pour le Public Cloud Archive, mais un délai plus supérieur pour récupérer les fichiers. Donc plutôt pour de l'archivage, et l'autre plutôt pour du temps réel. Tout ce qui est volume, tout ce qui est réseau, aussi réseau privé, réseau public. Et on travaille aussi beaucoup à venir intégrer d'autres produits OVH au sein d'OpenStack, pour que du coup on puisse faire profiter tous les clients de tout l'écosystème qu'on met en place et qui est mis en place
par OpenStack, qui est vraiment cette brique open source qui permet de centraliser beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si vous êtes client public cloud chez OVH, est-ce qu'il y a déjà des clients public cloud chez OVH ici? Si vous êtes client public cloud, vous avez déjà créé un projet public cloud, ce qu'on appelle un projet qui est un ensemble de ressources sur lesquelles vous avez déjà pu commencer à manipuler vos ressources. Donc ce qu'on va appeler manipuler l'infrastructure, c'est les différentes façons de manipuler votre infrastructure. La plus classique pour les clients OVH, c'est le manager OVH. Vous êtes dessus, vous pouvez démarrer des VM, arrêter des VM, faire différentes actions sur votre infrastructure, les mettre dans le réseau privé, les enlever du réseau privé. Un autre choix possible, c'est de passer par l'API OVH. Donc là, c'est une API qui est mise à disposition par OVH pour, pareil, manager vos ressources. On en revient toujours à la même chose, créer des VM, retirer des VM. C'est sur cette API-là que se base le manager. Du coup, quand vous faites une action de démarrage d'une VM via le manager, c'est cette API-là qui est appelée derrière. Si on va un peu plus loin, si vous êtes un peu plus OpenStack user, vous allez trouver le Horizon, qui est l'interface open source d'OpenStack. Donc comme je disais, OpenStack est délivré en différents modules. Il y a un module dashboard open source, et donc c'est cette dashboard-là, qui est Horizon, qui est proposé aussi par OVH, donc vous pouvez à tout moment y accéder via votre espace client. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les clients OpenStack en ligne de commande, les OpenStack CLI pour ceux qui connaissent. C'est une façon pour vous de manipuler votre infrastructure via des commandes. Vous allez pouvoir faire un OpenStack server list, typiquement ici, pour lister vos instances. Donc ça, c'est encore une autre façon de manipuler votre infrastructure. Et vu qu'OpenStack est un projet open source, il existe énormément d'autres moyens de manager votre infrastructure via OpenStack. Je pense à Terraform, je pense à Docker, je pense à Chief, à Puppet, etc. C'est tous des logiciels qui ont des plugins OpenStack qui font qu'on peut aujourd'hui utiliser Terraform pour déployer des instances sur l'OpenStack. De la même façon que vous le feriez chez d'autres providers cloud. Vous pouvez le faire sur OpenStack et du coup sur OVH, vu que l'OpenStack d'OVH est 100% disponible. Du coup, le point commun entre tous ces points d'entrée pour manager votre infrastructure, c'est qu'elles se basent toutes sur les API fournies par OpenStack. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous démarrez une VM dans votre manager client OVH, ça passe par l'API OVH qui en finalité fait un appel à l'API OpenStack pour démarrer une instance. De la même façon, quand vous faites en ligne de commande OpenStack Server Create pour créer une machine virtuelle par exemple, ça fait un appel à l'API OpenStack. Donc du coup, l'API OpenStack, c'est vraiment le point central de communication avec OpenStack. Ce qui fait que tous les outils qui se basent aujourd'hui, qui proposent des plugins pour utiliser OpenStack, viennent se baser sur ces API-là. Et donc c'est pour ça qu'elles sont hyper importantes. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de connaissances dessus, parce qu'au niveau de l'équipe, on a développé l'API OVH pour le public cloud. Donc du coup, ce qu'on fait principalement, c'est une sorte de passe-plat vers l'API OpenStack. Si demain vous voulez commencer à mettre en place des outils aussi pour manager votre infrastructure, il faut connaître ces API là parce que c'est celles qui sont peut-être les plus complètes à utiliser. Alors, pourquoi je parle des API? C'est quelque chose qui est très important au niveau d'OpenStack. C'est qu'on parle de plusieurs API. On parle de plusieurs API différentes parce que chaque brique d'OpenStack propose sa propre API. Ce qui fait que vous avez une API pour démarrer tout ce qui est, une API compute qui permet de démarrer tout ce qui est serveur dédié, etc. Vous avez une API network qui va permettre de gérer le réseau. Vous allez avoir une API object storage qui va permettre de pousser des objets, récupérer des objets. Chaque API a ses propres routes, a ses propres features. Et du coup, l'idée c'est de dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs API OpenStack. Il existe une API par module. Des modules OpenStack, les principaux, les cores, on va appeler, il y en a peut-être un peu moins de 10. Si vous étendez, si vous recherchez un peu plus, vous allez voir qu'il existe de nombreuses briques OpenStack qu'on va venir ramener petit à petit chez OVH aussi pour manager différents types de services. De la database as a service, du DNS, des fonctions as a service. C'est toutes des briques OpenStack qui existent déjà et qui proposent aussi leur API. Et alors du coup, comment on s'y retrouve? Comment on s'y retrouve parmi toutes ces API? On retient principalement une API principale qui est un peu la porte d'entrée d'OpenStack, un peu la porte d'entrée des API d'OpenStack, qui est l'API Keystone. Keystone, c'est la brique, c'est le module d'authentification sur OpenStack. C'est un module d'authentification et d'autorisation
c'est par cette porte-là que vous allez rentrer. Et c'est là que vous allez récupérer ce qu'on appelle le catalogue, qui est l'ensemble des services proposés par votre provider OpenStack. Donc voilà, c'est le point d'entrée des API OpenStack. On va gérer tout ce qui est authentification. Vous allez pouvoir récupérer des user mots de passe et vous connecter sur le Keystone. Et donc les deux prérequis pour commencer à utiliser une API OpenStack, c'est l'URL du Keystone. Donc chez OVH, c'est auth.cloud.ovh.net. Et un user et un mot de passe sur OpenStack. Donc là, c'est votre provider qui vous le fournit. Chez OVH, vous avez un onglet dans le manager V6 qui vous permet de créer des utilisateurs. Donc là, l'idée, c'est de se dire, une fois que vous avez un user, un mot de passe et l'URL du Keystone, vous êtes prêt à démarrer pour développer sur les API OpenStack. Donc, comment on s'authentifie? Comment ça fonctionne? Quel chemin, quels paramètres, quelles URL à utiliser? Toutes ces infos-là se trouvent sur la documentation de l'API. L'avantage d'OpenStack, c'est que c'est un projet open source. Dans ces avantages-là, il y a une grosse documentation qui est disponible, qui est une documentation du coup d'OpenStack, c'est pas une documentation fournie par OVH, et qui répond souvent à beaucoup de questions sur comment on utilise les API. Donc si on regarde la documentation, là on arrive sur le point d'entrée des documentations, et on voyait, voilà, je vous parlais de plusieurs API, il y a l'API Block Storage, l'API Compute, etc. Toutes les différentes API, l'API Identity, qui va nous intéresser parce que c'est l'API Keystone. Et du coup, pour s'authentifier, on creuse un peu la doc. Il y a quelques exemples dans la doc qui permettent de faire ses premiers pas. Et on finit par arriver sur ce call-là qui dit pour s'authentifier sur OpenStack, on appelle cette URL-là, on passe ces différents paramètres-là, on y reviendra un peu plus tard, et on récupère de quoi s'authentifier. Donc si on prend un exemple, donc là typiquement, je vais venir m'authentifier sur la plateforme OVH OpenStack. Donc je m'authentifie sur le Keystone, donc j'appelle /v3/host/token. Je vais venir passer des paramètres, donc le JSON est spécifié dans la documentation OpenStack. Donc globalement, je vais simplement dire que je m'authentifie avec le mot de passe, que voilà mon username, voilà mon mot de passe, donc ce sont des variables d'environnement pour des raisons évidentes, et je vais préciser que je m'authentifie dans un projet. Donc pour rappel, un projet c'est une espèce de conteneur de ressources, dans lequel vous allez pouvoir démarrer des VM, arrêter des VM, et gérer tout votre OpenStack. Donc là, je me dis qu'avec cet utilisateur-là, j'ai envie de m'authentifier dans ce projet-là. Et donc, on va faire un peu de technique. Ah, ça marche pas comme j'aimerais. Du coup, une fois que vous faites cet appel-là, vous allez récupérer dans les headers un HTTP de réponse, déjà un 201 pour dire que tout s'est bien passé, et on va vous dire gentiment, voilà un token. Et donc là, vous avez récupéré un token. Vous êtes authentifié, vous disposez d'une clé qui va vous permettre d'appeler les autres API OpenStack. Donc c'est un premier pas. On est déjà content, on s'est authentifié. On a réussi à trouver la bonne URL, les bons paramètres à passer. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va où? Maintenant, on va parcourir le catalogue. Je vous disais tout à l'heure que Keystone, il va gérer l'authentification, il va gérer l'autorisation, et il va gérer aussi tout ce qui est notion de catalogue. Donc c'est le Keystone qui va vous dire, à un moment vous êtes allé voir Keystone, vous lui avez dit je suis telle personne, j'ai envie de m'authentifier dans tel projet. Keystone va vous répondre voilà ce que vous avez le droit de faire au niveau de l'OpenStack. Cette notion là c'est la notion du catalogue. Et du coup le catalogue c'est la liste complète des services auxquels a accès l'utilisateur authentifié au sein du projet donné. Ce qui fait que pour dans un catalogue, on va regarder un juste après, vous allez voir toutes les URL auxquelles vous avez accès, tous les services auxquels vous avez accès. Donc si on prend ici, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc ici, vous avez montré déjà le token qu'on récupère dans le header HTTP. Ça c'est le contenu de la réponse d'authentification à Keystone, qui contient notamment le catalogue. Et le catalogue c'est quoi? C'est un ensemble, ce qu'on appelle de endpoints, qui sont des URL, qui vous présentent où vous avez le droit de taper. Donc là par exemple je prends, c'est un JSON qui est assez long, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses sur OpenStack. Et si je prends ici par exemple, voilà. Donc là on est dans l'endpoint de type network, donc on va pouvoir taper la brique network, et on voit qu'il y a plusieurs régions disponibles. Donc OpenStack est vraiment cloisonné en notion de régions, qui sont, chez nous, ça représente plus ou moins des data centers. La notion de région est complètement floue, c'est-à-dire qu'un provider, d'un provider à un autre, vous pouvez définir la notion de région différemment.
Nous on a décidé que c'était plutôt data center. Et donc là, si vous voulez déployer, enfin si vous voulez utiliser l'API network ADE1, qui est notre data center en Allemagne, et ben voilà l'URL compute.de1.cloud.vh.net. Si vous voulez le faire dans la région en Angleterre, ben voilà l'URL, etc., etc. Évidemment, nous OVH, on est assez normé sur le nom des URL. Vous allez voir que le peu de différence, c'est SBG3, GRA3, BHS3, c'est juste le nom de la région qui est inclus dans l'URL. OpenStack n'a pas du tout de guidelines par rapport à ça. Selon le provider, ça pourrait être des URL complètement différentes, ça pourrait même être des IP. Il n'y a pas de guidelines par rapport à ça. C'est vraiment le catalogue qui vous retourne ce sur quoi vous avez le droit de taper. Là, on voit par exemple Compute, donc c'est toute la brique de gestion des instances. Donc vous allez voir que voilà l'URL que vous avez le droit de taper pour faire du compute. Donc là, c'est Varsovie, notre data center en Pologne, Gravelines, Beauharnois au Canada, etc., etc. Donc la notion de catalogue, elle est hyper importante parce qu'elle vient vous donner les endroits auxquels vous avez accès. C'est pas parce que vous avez accès à certaines régions, à certaines URL avec un utilisateur dans un projet que vous avez exactement la même chose avec un autre utilisateur dans un autre projet ou même dans le même projet. La notion de scope et d'autorisation est complètement différente en fonction des utilisateurs, en fonction des projets, en fonction de plein de choses. Du coup, c'est une véritable porte d'entrée aux différents services d'OpenStack. Le catalogue n'est pas forcément constant. C'est-à-dire que si demain OVH décide de changer ses URL pour des raisons X ou Y, on peut se donner le droit de le faire. C'est pas pour autant qu'on le fera. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'URL qui est contenue dans le catalogue, on considère que le client utilise celle qui est retournée dans le catalogue et qui ne la code pas en dur dans son code. Du coup, ne jamais faire de suppositions sur le catalogue. Il faut toujours le parcourir de manière intelligente. Il faut toujours essayer vraiment de le parcourir et de se dire j'ai besoin de faire du compute sur telle région. Eh ben, je récupère le catalogue, je le parcours et j'arrive à trouver la bonne région sur le bon service et je récupère l'URL. On a un exemple, on a déjà eu des exemples de clients. Et du coup, on essaie aussi d'éduquer un peu le client par rapport à ça. Si vous regardez, là je prends le type compute, donc la brique de virtualisation des instances. La liste de endpoints, c'est un tableau. Du coup, c'est un tableau, ce qui veut dire que les choses ont un ordre dedans. On a déjà des clients qui sont venus en disant vous avez ajouté une région, et moi instinctivement je prenais le premier élément du tableau parce que c'était la région qui m'intéressait. Sauf qu'à un moment donné, on a rajouté une région, et la première région du tableau a changé. Ce qui fait que du coup, ce client-là, plutôt que de démarrer et de manager ses instances dans la région Gravelines, il venait les manager dans la région Varsovie. Et c'est pas ce qu'il voulait, c'est juste qu'il a fait une assumption en se disant je prends le premier élément c'est toujours Varsovie, j'ai fait 2-3 tests, ça marche. Sauf qu'au moment où on vient manipuler ce tableau-là, ça casse de la prod du client. Et nous, on n'assure pas l'ordre du tableau. On assure juste que en dessous de la clé UK1, vous aurez l'URL pour UK1. Donc c'est important à prendre en compte de ne pas faire de suppositions sur le catalogue. On a déjà cassé des choses chez nous aussi parce que j'ai fait une fois des suppositions sur le catalogue. Donc il faut vraiment toujours orienter son code pour parcourir ce catalogue-là et découvrir les URL. Au niveau du token, une autre chose importante, donc si on reprend la réponse là, donc on avait toute la notion de catalogue. Si on descend tout en bas, on a différentes choses sur le user qui s'est connecté, le projet, etc. On a ces deux infos-là, la date de création du token et surtout sa date d'expiration. Donc là, on voit que nos tokens, ils expirent en 24 heures, ce qui est le temps standard au niveau des tokens OpenStack. Chaque token a une date d'expiration. Donc on peut réutiliser le token autant de fois qu'on veut pendant cette date d'expiration. Encore une fois, on ne fait pas de supposition sur la durée de validité d'un token. Chez nous, chez OVH, c'est 24 heures. Chez n'importe quel autre provider, ça peut être 12 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être 36 heures, ça peut être illimité. Ça va dépendre du provider. Et du coup, pareil, on va parser ce champ-là et se dire ah, ça expire à cet endroit-là, donc je vais le mettre dans du cache. Je vais le stocker dans de la RAM ou dans un Redis ou dans un whatever pour dire tu expireras à ce moment-là. Et donc, on peut donc réutiliser le token après pour faire plusieurs appels sur OpenStack. Je vais fixer en disant on doit réutiliser le token. Parce que à partir du moment où vous commencez à industrialiser des choses dans votre infrastructure, si à chaque fois que vous voulez démarrer une instance ou juste lister vos instances, etc., vous vous réauthentifiez au préalable, déjà, vous allez alourdir vos traitements, vous allez alourdir votre temps de réponse pour rien. Et surtout, de notre côté, on a du rate limit aussi. On a du rate limit, c'est
je pense une quarantaine de tokens par minute ou une soixantaine de tokens par minute, je ne sais plus exactement. Mais on a du rate limit qui fait qu'on incite le client vraiment à venir récupérer une fois le token, l'utiliser au maximum pendant 24 heures, et puis ensuite demander la création de nouveaux tokens. Et donc voilà, ce que je disais, la durée peut être variable selon le provider. Donc ne faites pas de suppositions là-dessus. Du coup, on va faire une petite démo. On va essayer de se donner un petit use case un peu plus précis, un peu plus concret. Donc le use case que j'ai choisi, qui est un peu bateau, j'en suis déjà désolé. Vous êtes développeur, vous développez dans votre entreprise, et vous avez besoin d'une base de données. Vous avez besoin d'une base de données, vous n'êtes pas développeur de la base de données, c'est-à-dire que c'est une base de données dont le schéma ne bouge jamais. Et c'est juste vous développez des applications autour de cette base de données-là. Vous arrivez en moyenne le matin vers 9h30, 10h quand il y a des bouchons. Vous partez vers 17h30, 18h parce que c'est une petite journée. Et du coup, votre base de données, vous avez besoin qu'elle soit disponible entre 10h et 18h, on va dire. Si on démarre une VM, qu'on installe cette base de données-là et qu'on la laisse tourner, vous en avez besoin 8 heures par jour. Les 16 autres heures, elle ne sert à rien. Elle vous coûte de l'argent. Elle est plus ou moins inutile. Donc là, on se dit, bah tiens, on va faire un petit script. On va le mettre dans une cron tab ou dans whatever orchestrateur de tâches, de script, pour dire à 9h du matin, je démarre ma VM et à 18h, je la coupe. On va dire 19h parce que de temps en temps, vous faites un peu d'heures sup. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, pendant mon temps de travail, j'arrive le matin, ma VM, elle est up, ma base de données, elle est disponible. Avant que je parte le soir, elle est automatiquement détruite. Du coup, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a un snapshot d'une instance avec PostgreSQL installé. Donc on imagine que vous avez déjà configuré votre base de données, vous avez déjà injecté les schémas, les données, tout ce qu'il vous fallait. Donc vous avez une image, un snapshot, qui vous permet de démarrer une VM directement avec tout installé, tout prêt. On dispose d'un token OpenStack, on vient de le voir, on dispose du catalogue, et on dispose d'un SDK. L'avantage d'OpenStack, c'est de l'open source. Du coup, vous avez déjà beaucoup de SDK qui existent, qui vous permettent de coder dans votre langage préféré, sauf si vos langages préférés sont du COBOL par exemple. Il n'y a pas de SDK, j'en suis désolé. Et donc il n'y a plus qu'à coder. Donc dans l'exemple, nous on code beaucoup en Go chez OVH, donc je fais du Go. J'en suis désolé aussi. Où est-ce que c'est ici. Du coup j'ai un petit main, où en gros ça va être assez simple, c'est un script, je vous conseille pas de le mettre en production. Il est un peu fait à l'arrache, mais l'idée principale c'est de se dire, je démarre, s'il n'a pas de VM sur l'OpenStack, il démarre une VM, s'il a une VM, il la détruit. C'est assez facile. Donc là, première étape, je vais récupérer mon authentification. Donc là, j'ai mis mon username et mon mot de passe dans les variables d'environnement. Évidemment, en fonction de la façon dont vous gérez vos secrets, etc. Ça peut être dans un vault, ça peut être dans plein d'autres choses. L'idée, c'est juste de récupérer de quoi s'authentifier. Donc le username et le password et l'URL du keystone. Donc là, je vais créer un client. Donc à cet endroit-là, je me serais, à la fin de ce bout-là, ligne 22 ici, j'aurais récupéré un token sur OpenStack avec le catalogue. Donc là, dans mes variables d'environnement, il y a mon username, mon mot de passe, l'URL du keystone, tout ça. Ici, je récupère un client authentifié. Ensuite, je lui dis, coucou, j'aimerais bien l'URL de la brique compute, qui est la brique qui permet de démarrer des instances. Et j'aimerais bien dans cette région-là. Donc la région, c'est encore un paramètre que j'ai dans mes variables d'environnement. Donc là, j'ai mis Strasbourg, par exemple, SBG3. Donc à cet endroit-là, j'ai récupéré l'URL de l'endroit que je vais pouvoir taper avec mon code, et l'endroit où je veux pouvoir créer un serveur. Et derrière, je vais écrire de quoi démarrer un serveur. Donc là, le nom de mon serveur va s'appeler database-dev. Et donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est lister les serveurs. Donc je vais faire un list, donc ça va faire un get sur les API OpenStack pour récupérer tous les serveurs du projet. Si j'ai des serveurs, eh ben, je vais les supprimer. Si j'en ai pas, je vais en créer. Donc là, j'ai simplifié un peu en mettant en dur dans mon code l'identifiant de l'image et l'identifiant de la flavor. Ce qui est la flavor, c'est le type d'instance. Vous allez pouvoir démarrer différents types d'instances, plutôt RAM, plutôt CPU, etc. On en parlait au début. Donc c'est des ressources qui ont des identifiants. Là, ils sont durs dans mon code, bien évidemment. Il y a des API OpenStack qui permettent de les récupérer. Il y a une API image
qui permet de récupérer l'ensemble des images disponibles, une API de Flavor qui permet de récupérer l'ensemble des flavors et du coup de choisir dans le catalogue d'images, dans le catalogue de flavor, celle que vous voulez. Moi j'ai pris la flavor la plus petite et comme image j'ai pris un Debian 8. Et du coup là je vais pouvoir créer mon serveur. Et du coup en à peu près 66 lignes de code, j'ai un petit script qui me permet juste de démarrer ou d'arrêter une VM. J'ai utilisé les SDK, ce qui est assez pratique. Vraiment je conseille d'utiliser les SDK, on en parlera un peu après. Mais il y en a quand même pas mal dans beaucoup de langages qui sont assez intéressants. Et du coup, si je lance mon script, il va me dire, bah tiens, j'avais pas de serveur, donc je crée un nouveau serveur. Et voilà, je viens de créer un serveur. Voilà son identifiant. Et du coup, on va pouvoir suivre. On va pouvoir suivre sa création. Donc là, j'utilise les clients OpenStack en ligne de commande, OpenStack Server List. Je pourrais très bien faire un curl si je voulais. Je rappelle encore une fois que faire un OpenStack Server List, c'est juste cacher le fait de faire un curl. Si on fait le même en moins debug, vous allez voir qu'il fait exactement ce que je vous ai raconté depuis le début. J'essaie de pas mentir. Donc il fait beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un peu long. Mais voilà, là vous avez vu qu'il a récupéré. Là il traîne dans le truc d'instance, il y a beaucoup de choses, il se passe. Mais l'idée principale c'est de voir qu'il fait que du curl. Donc là, il récupère le schéma des images, etc. etc. Mais donc il commence, voilà. Ici c'était là qui nous intéressait. En fait il va faire un get sur /v2 /server /detail. Donc là il va lister les serveurs. Si on remonte un peu, on va tomber sur l'authentification. Si on descend un peu, on va tomber sur d'autres choses. Mais l'idée c'est vraiment de voir que les clients OpenStack, comme n'importe quel outil qui utilise OpenStack, se basent vraiment sur les API OpenStack. Donc là il se passe beaucoup de choses. Pour en finir, que voir que ma VM elle est active. Donc ma VM a démarré. Donc là j'arrive à 9h du matin, j'ai ce script là qui est mis en cron ou qui est mis quelque part. Il se lance, j'arrive, ma VM elle est up, elle a même une IP. Si tout va bien elle ping. Elle ping. C'est bien fait. Et du coup, arrive 19h, moi je suis parti. Il y a un petit script qui se lance quand je bloque ma session, qui lance le même script. Et là du coup on voit que je vais supprimer le serveur. Et encore une fois, c'est en utilisant uniquement les API OpenStack. Donc si je reliste mes serveurs, je n'ai plus de serveur. Et donc on peut imaginer cette routine-là mise en place au niveau de votre entreprise ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un exemple. C'est un cas d'exemple qui est un peu bateau peut-être, mais qui est intéressant et qui montre aussi que vous pouvez à la fois complètement réécrire tout à la base, vu que c'est utiliser les API, c'est juste faire des calls HTTP. Donc ça, on est sûr que n'importe quel langage, a priori, est capable de faire des appels HTTP. Pour autant, beaucoup de langages utilisent des SDK. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Si vous développez en Python, vous allez être plus qu'heureux parce que OpenStack, principalement, c'est à peu près 90% de Python. Toutes les API OpenStack, si on descend dans les couches OpenStack, en fait, toutes les API sont développées en Python, etc. etc. Beaucoup de code base OpenStack est développé en Python. Du coup, les seuls SDK vraiment officiels fournis par OpenStack sont en Python. Ça n'empêche pas OpenStack de passer sur du Go sur certains trucs comme le Plex Storage. Mais voilà, il y a un SDK Python qui est très bien fait, il y a un SDK en Go qui est très bien fait, il y a du SDK Java, il y a du SDK dans différents langages, .NET par exemple aussi, qui existent en C#. Voilà, il existe différents SDK. Je pense que c'est aussi important de voir s'ils intègrent aussi toutes les notions de cache de token, de parcours de catalogue, etc. Un SDK qui vous demande l'URL du compute pour travailler, pour moi, à mon sens, c'est pas logique, parce qu'il devrait simplement demander l'URL du Keystone et derrière pouvoir travailler avec. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionnent les API OpenStack pour pas avoir de mauvaises surprises quand vous développez autour et de savoir qu'il y a vraiment cette notion de briques séparées avec des API séparées. Et attention, tous les SDK ne se valent pas. J'ai déjà vu des choses dans certains SDK qui n'étaient pas très jolis ou qui étaient un peu à l'inverse de tous les concepts qu'OpenStack essaie de mettre en place. Donc faites attention à ça. Mais globalement, si on reste sur des langages assez standards, les SDK sont assez soutenus par la communauté et plutôt de bonne qualité. Si on prend des cas d'usage beaucoup plus concrets,
Un cas d'usage par exemple qu'on a chez nous, c'est l'API OVH/Cloud. Donc si vous utilisez l'API OVH, donc pas l'API OpenStack, je parle bien de l'API OVH, l'API, ce qu'on appelle l'API V6 chez nous, quand vous listez vos instances, et ben nous, on a une grosse mécanique derrière. Comme je disais, on fait un peu passe-plat vers OpenStack, mais on a un passe-plat intelligent. C'est-à-dire qu'on a une grosse mécanique où on parallélise beaucoup, on récupère vos instances dans toutes les régions différentes. Donc là, si vous avez 7, 8, 10 régions différentes, on récupère les résultats, on agrège le tout. Et en un appel HTTP vers l'API OVH, derrière, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 appels qui sont faits vers OpenStack pour récupérer plein d'informations et vous les représenter de manière différente. Donc là où c'est intéressant, c'est que du coup, on a vraiment une agrégation des réponses. En tant que client final, vous utilisez l'API OVH, vous faites un seul appel, vous récupérez plein de résultats avec plein de détails. Il y a une meilleure gestion des erreurs. Si à un moment donné, vu qu'OpenStack est une brique open source, il y a parfois beaucoup de choses qui plaisent, il y a parfois des choses qui plaisent un peu moins, des retours d'erreurs qui sont un peu bizarres, ou des choses qu'on ne voudrait pas forcément que le client voit telles quelles, qui sont un peu brutes de décoffrage, on va dire. Et donc, avoir fait une API au-dessus nous permet aussi d'avoir une meilleure gestion des erreurs. La gestion de la multi-région, le fait que quand dans votre manager vous poussez une clé SSH, typiquement, si on revient sur nos schémas, toutes les briques sont séparées et toutes les briques sont séparées par région. Ce qui fait que quand vous poussez une clé SSH sur le datacenter SBG3 par exemple, elle est disponible que sur SBG3. Notre plus-value qu'on vient apporter avec l'API OVH, c'est de dire vous poussez une clé SSH dans l'API OVH, on s'arrange pour la rendre disponible dans toutes les régions. Donc c'est des petits helpers comme ça, et c'est l'intérêt d'avoir une API un peu plus intelligente qui va gérer cette notion de multi-région. Donc voilà, ça c'est un des cas d'usage qu'on a chez OVH au niveau de l'utilisation des API OpenStack. Alors, un des grands avantages aussi, c'est que les API ont des features communes qui sont utilisables en tant que développeur. Je pense par exemple à tout ce qui est pagination. Donc, quasiment toutes les API OpenStack ont des appels qui permettent de récupérer des listes de ressources. Quand je dis liste de ressources, ça va être la liste de vos réseaux privés, la liste de vos instances, la liste de vos objets dans l'object storage, la liste de vos load balancers, la liste de vos IP, etc., etc. Et à partir du moment où un call renvoie une liste, 99% du temps, vous avez des helpers pour gérer de la pagination. Donc on va voir le helper, tout ce qui est limité marqueur. Donc je veux dire, je veux 30 objets et je les veux à partir de cet objet-là. Donc ça vous permet vraiment d'avoir cette notion de pagination, de 30 en 30, de 60 en 60, de 100 en 100, de 1000 en 1000. Pas toutes, mais quelques API proposent aussi des liens de pagination. Donc quand vous faites l'appel, ça vous renvoie les résultats. Et ça vous dit aussi, ben tiens, là on en est là. Si tu veux retourner au premier, c'est cette URL-là. Si tu veux aller au précédent, c'est cette URL-là. Si tu veux aller au suivant, c'est cette URL-là. Si tu veux aller au dernier, c'est cette URL-là. Donc en gros, si votre SDK ou si votre code est bien fait, vous pouvez aussi lire ces informations-là pour savoir comment traiter votre pagination. Le tri. Vous avez, pareil, sur des listes de ressources, des listes d'objets, vous allez pouvoir trier. Vous allez pouvoir dire, ben, je veux trier par le nom d'image et puis par le nom de la VM. Donc vous allez pouvoir dire, ben voilà, ça vous permet aussi, si on mélange le tri plus le précédent, les marqueurs et les limites, vous allez pouvoir lister vos instances et faire récupérer celles qui vous intéressent dans l'ordre qui vous intéresse. Autre feature, tout ce qui est filtrage. Vous allez pouvoir dire, dans cette liste-là, je veux toutes mes instances dont le nom est foobar, ou dont le nom est soit foobar, soit test, ou alors dont la flavor, donc le type d'instance, est ce type-là. Donc vous allez pouvoir filtrer, et du coup, c'est pareil, c'est toutes des features qu'on peut utiliser ensemble aussi. Vous allez pouvoir filtrer, trier, et faire différentes choses sur les API, sachant que c'est des features qui sont assez communes à toutes les API d'OpenStack. Ça fait partie des prérequis pour être une API OpenStack valide. La documentation, on dira ce qu'on veut, elle est relativement complète. Elle permet de comprendre beaucoup de choses, elle permet aussi de comprendre un peu les concepts d'OpenStack, comment ça fonctionne en dessous, comment fonctionnent les différentes briques, à quoi elles servent. Elle est relativement exhaustive aussi. C'est pas uniquement un Swagger ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus complet parce que vous allez voir, voilà, il y a du texte qui explique un peu comment sont les paramètres, pourquoi on les envoie, à quoi ils servent, etc. etc. Donc la documentation vient apporter un gros plus là où certaines API n'en proposent pas ou peu. L'API OVH par exemple. Du coup, le fait que ce soit un produit open source, encore une fois, fait qu'il y a toute une communauté derrière qui travaille à cette documentation, à ces features-là. De la même façon, si à un moment donné vous voyez des problèmes ou ça, vous pouvez très bien aussi participer à cette documentation, comme le projet est open source.
Le mode admin, pourquoi j'en parle? En tant que client, vous n'y avez pas accès, de manière assez logique. Vous ne pouvez pas administrer notre plateforme OpenStack. Mais ce qui est intéressant à citer là-dedans, c'est que même en tant que nous, en tant qu'administrateur de la plateforme OpenStack, on passe aussi par les API pour manager des actions, pas des actions clients, mais pour manager des actions nécessaires au bon fonctionnement du produit. Ce qui veut dire qu'on a rarement des gens de chez nous, des gens du support ou du run, qui viennent faire des updates en base de données, eux qui viennent modifier des choses à la volée, qui rendraient le système inconsistant, parce qu'OpenStack oblige presque à passer par les API, même en tant qu'admin, pour manager le système. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise avec des données vraiment inconsistantes ou des systèmes qu'on ne peut pas récupérer parce que quelqu'un a fait un alter raté ou quelqu'un a fait un update raté. Vu que tout passe principalement par des API qui sont beaucoup plus sécurisés que de l'accès à la DB ou que de l'accès au host ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je le cite. Mais malheureusement, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait dans les API OpenStack. Là, c'est un peu les 3 années d'expérience qui vont parler. On a eu des choses parfois très rigolotes. On a eu des choses parfois surprenantes. Le premier, c'est le manque d'homogénéité dans les briques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des briques que vous tapez, si vous tapez le compute, l'object storage, etc., vous allez avoir des fonctionnements parfois légèrement différents. Je prends l'exemple de storage. Donc là, c'est l'API d'object storage dans lequel on peut pousser des fichiers. Là, je suis en train de lister les conteneurs. Donc un conteneur, c'est une espèce d'espace pour stocker des fichiers. Je suis en train de lister les conteneurs sur mon compte. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent là-dedans? Attention, roulement de tambour. C'est pas du JSON. Si on veut du JSON sur l'API de storage, il faut lui préciser je veux du JSON. On peut même préciser qu'on veut du XML, mais on est en 2018. Du coup, à un moment donné, vous dites tiens, j'ai un petit truc à développer sur l'API storage, vous êtes content, vous codez votre truc, tout se passe bien, et à un moment donné, vous le lancez et ça marche juste pas parce que c'est pas du JSON qui est sorti. Et là, vous commencez à trifouiller la doc et vous vous rendez compte qu'il y a c'est la seule API qui a un format où on peut avoir différents formats de sortie. Et vous dites ah, elle est bien cette surprise. Donc voilà, typiquement, un manque d'homogénéité entre les briques. Certaines briques ont des comportements pour des raisons historiques. OpenStack, c'est un gros projet open source. Les briques sont développées de manière relativement indépendante, avec forcément un axe vers la centralisation au moment de la mise en production, tout ça. Mais au tout départ, l'API storage, elle a envoyé des listes. Elle n'envoyait pas du JSON. Ce qui fait qu'à un moment donné, le projet Swift a pris de l'ampleur, il a commencé à vraiment être intégré comme un projet core d'OpenStack. Mais vu que les gens avaient leurs habitudes avec des listes, et ce fameux paramètre format JSON, c'est jamais devenu standard. Donc vous pensez vraiment, OpenStack, vous pensez vraiment à un projet open source avec plein de petits trucs qui grouillent à droite à gauche, qui essaient de suivre des guidelines communes, mais parfois il y a des ratés. Donc voilà, ça va être des fonctionnalités disponibles de manière différente, des formats de sortie d'API différents, des designs d'API différents aussi. Typiquement, vous faites un get sur un ensemble de ressources, ça vous les retourne d'un format précis. Typiquement un hash en JSON avec la clé et un tableau, et puis de temps en temps une API va retourner juste le tableau sans la clé de hash. Et du coup, c'est des petits trucs à droite à gauche qui sont parfois embêtants quand vous essayez de templater un peu votre code ou de se dire bah, tiens, j'aimerais bien gérer mes instances comme je gère mes conteneurs sur Object Storage parce que c'est des objets relativement identiques en termes de programmation. Et du coup, vous avez le droit à des petites surprises comme ça. Typiquement, les features que je citais aussi, tout le sort, le tree, la pagination, etc. C'est disponible à 90-95% sur les API. Parfois, il y a un call qui va dire non, moi je ne gère pas. Et du coup, vous allez commencer à coder en disant bah, c'est bon, c'est géré. Vous allez lancer, vos objets retourneront. Vous récupérez des appels API, pas des erreurs, parce que c'est des paramètres qui ne créent pas d'erreurs dans votre code, mais c'est juste que les résultats ne sont pas triés. Vous n'avez pas de pagination comme vous l'aimeriez. Et du coup, c'est des petites surprises, encore une fois, qui font que tout doit être bien testé. Tout doit être bien testé de manière fonctionnelle, mais aussi avec un OpenStack installé. Vous ne pouvez pas juste deviner des choses. Le versionning de chaque API, chaque brique est indépendante des unes aux autres, ce qui fait que chaque brique a sa propre API et chaque brique a sa propre version d'API. Si on prend les versions courantes actuellement, Block Storage est en V3, Compute est en V2, Identity est en V3, Image est en V2, Networking est en V2.0, Object Storage est en V1, Orchestration est en V1. Pourquoi c'est un problème? Parce que du coup,
ça permet à chaque brique d'être complètement indépendante dans son développement et de proposer des API toujours à jour. Sauf que vous n'êtes pas constant sur la version, vous n'êtes pas sûr non plus de la version utilisée avec votre provider. Parce que en fonction de votre provider, c'est lui qui installe l'OpenStack, c'est lui qui installe chaque brique, et c'est lui qui du coup installe chaque version d'OpenStack pour chaque brique. Ce qui fait que vous pouvez très bien être sur les current versions sur plein de modules, et puis sur ce module-là, genre sur le block storage, bah tiens, vous allez être en V2, votre provider vous fournit de la V2, parce qu'il n'a pas mis à jour, parce qu'il n'a pas installé. Et donc la doc n'est pas cohérente, ou la doc n'est pas à jour par rapport à l'utilisation que vous allez en avoir. Donc à la fois c'est important de lire la doc, à la fois c'est important de connaître aussi ce que votre provider vous fournit, dans le cadre d'OVH ou dans le cadre d'autres providers, savoir les versions d'API qu'il vous fournit, pour vous dire que cette feature-là est disponible ou pas. Un des problèmes, c'est que la doc est un peu compliquée quand on veut chercher de la documentation pour des anciennes versions. Donc c'est bien d'avoir un provider toujours à jour. J'aimerais bien vous dire qu'on est à jour chez OVH, on y travaille beaucoup, mais c'est aussi compliqué parfois. Du coup, c'est compliqué de savoir tout ça. C'est aussi compliqué de savoir sur quelles versions sont disponibles par rapport au provider. On revient au catalogue. Le catalogue vous fournit les URL, les régions et les composants. Il ne vous fournit pas la notion de version. Vous pouvez la deviner dans l'URL, mais encore une fois, c'est pas dit. Si on reprend le catalogue, si on prend dans mes souvenirs, voilà. Là, je prends le network, donc la brique network, la brique qui permet de gérer tout ce qui est réseau privé, load balancer et autres. Bah, ça me dit c'est cette URL là. Et j'ai aucune notion de version. Donc je dois un peu deviner, un peu tâtonner pour savoir si cette version là, elle est. Enfin, si cette URL là, elle gère la version 2.0, la version 1.0, peut-être la version 2.1, 2.2, etc. Alors, dans l'absolu, on ne sait pas. Donc le fait de versionner, c'est hyper intéressant pour OpenStack dans sa manière de développer et de fonctionner. C'est un peu plus compliqué pour le client pour savoir ce qu'il peut taper, où il peut taper, comment il peut taper, quelles features sont disponibles, quels appels sont disponibles, etc. Je disais que les API OpenStack étaient faites en Python. Ça résulte parfois avec des typages un peu étranges. Je prends cet exemple-là. Donc là, j'ai pour récupérer, c'est un paramètre d'un serveur. Donc là, c'est un paramètre qui s'appelle locked, qui dit si l'instance elle est lockée ou non. Ça, c'est un booléen, ça renvoie vrai ou faux. Je regarde dans la doc, je teste. Tiens, c'est un booléen. Je suis assez content. Je prends un autre paramètre. Donc là, je pars dans l'API volume. Pour savoir si un volume est bootable. En gros, un volume bootable, c'est juste que vous allez pouvoir démarrer une instance à partir de ce volume-là, plutôt que d'utiliser le disque local. Donc là, je regarde bootable. Très bien, c'est un body, c'est un booléen, et ça permet de définir si le volume il est bootable ou non. Cool. Je regarde le résultat. C'est absolument pas un booléen pour moi. C'est une string qui contient true, qui fait que si à un moment donné dans mon code, je dis est-ce que c'est bootable, il y a une chance sur deux que mon code ne marche pas. Je fais du Go, du coup je suis fortement typé. Il y a une chance sur deux que mon code il pète, parce que j'ai défini ma structure, je reçois un booléen, et au moment où je ne marshal mon JSON, ça me dit ça c'est pas un booléen du tout. Du coup on en arrive à définir des types un peu bizarres. Dans notre code chez OVH, on a un OpenStack booléen qui permet de traiter à la fois du booléen classique comme du booléen en forme de string. Vous allez trouver des trous avec des majuscules, avec des minuscules, en forme de string, en forme de non-string, parfois des 0, des 1. Ce qui fait que du coup, c'est parfois un peu étrange, et parfois on a des petites surprises en production, en non-production, en pré-production, où on se rend compte que le typage il est issu du Python et qu'il y a parfois des surprises là-dessus. La documentation est perfectible. J'en parlais comme un gros atout. Je maintiens que c'est un gros atout. Je maintiens que c'est un atout perfectible aussi. Typiquement, je reprends comment on s'authentifie sur le Keystone. Vous regardez dans les paramètres. Ah, j'ai perdu. Vous regardez dans les paramètres. Ça vous dit voilà l'ensemble des paramètres à passer pour s'authentifier sur Keystone. Donc il me faut des trucs, il me faut un nonce optionnel, il me faut un auth object. Merci. C'est quoi un auth object? On ne sait pas. Il me faut un user, c'est un user object. On ne sait pas trop ce que c'est non plus. Et si vous creusez un peu la doc, c'est des choses qui sont compliquées à trouver, et du coup vous allez devoir creuser les exemples et vous rendre compte que tiens, un user object, ça ressemble à... Est-ce que je le... Tac. C'est pas ça que je cherche. Ouais, je le retrouve pas, mais...
vous allez vous rendre compte que un hot object, ben, c'est une structure précise avec tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Qu'un user object, c'est une structure précise de ce format-là. Du coup, c'est voilà, c'est perfectible. On s'attendrait à avoir au moins un petit lien à cliquer ou au moins une petite description plus complète sur ce que c'est. Et on ne l'a pas. Donc voilà, ce qu'il faut retenir principalement de ce petit meet-up, hein, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les API OpenStack. Je vous conseille vraiment de le faire. Elles sont assez complètes. Elles permettent de faire beaucoup de choses. Elles permettent de tout faire en vrai. Parce que tout ce qu'on vient vous proposer au niveau d'OVH ou au niveau de n'importe quel autre provider sera basé sur ces API OpenStack. Si un jour vous voyez un provider qui vous fournit des features qui ne viennent pas des API OpenStack, pour un provider OpenStack c'est très étrange. C'est un choix particulier. Apprenez des API OpenStack si vous développez vous-même des API. Nous, ça a été une grande source d'apprentissage aussi de savoir comment elles fonctionnent. Toute la notion de régionalisation, toute la notion des petites features à droite à gauche de la pagination, du sort, etc. Comment c'est mis en place. La documentation, comment créer une bonne documentation, comment la rendre utilisable aussi. Donc c'est vraiment... Elles sont intéressantes, importantes, elles sont faciles à utiliser. Une fois qu'on a passé la notion de keystone de catalogue, et qu'on a accès à la documentation, on a pas mal d'informations intéressantes qui permettent de démarrer avec des petits scripts, avec le script que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de démarrer et d'arrêter une VM. Ça m'a pris à peu près 15 minutes à coder. Vous mettez le double et vous êtes capable de faire des trucs encore mieux avec de la gestion des erreurs et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est open source, c'est disponible. OVH vous propose un accès à ces API là aussi. Et donc vraiment, c'est bien de retenir ce design-là, ce design à la fois de module et à la fois de région, que tout est... Quand un module sort dans une région, je prends par exemple de Virtual Machine, quand Virtual Machine est déployé dans une nouvelle région chez nous, bah on déploie à la fois toute la partie infrastructure, on déploie les bases de données, on déploie les API, ce qui fait que cette région-là est totalement isolée des autres, ce composant-là de cette région-là est isolé des autres. Donc vous pouvez lister vos instances, etc. et récupérer, démarrer de nouvelles instances dans cette région-là. Si jamais une autre région est en erreur, si vous décidez de démarrer une VM à Gravelines et que Strasbourg, pour une raison X ou Y, est en erreur, ben ça fonctionnera. Parce que tout est vraiment cloisonné et tout ça. Ce qui fait que ça vous permet de retirer ces concepts-là et de vous dire, quand je développe une API, avoir une API avec un seul point central, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui parce que... vous cloisonnez les choses, ça apporte beaucoup dans une API. Donc je pense que c'est important de checker un peu le design de l'API OpenStack et d'en retirer des guidelines. Et puis ce sera tout pour moi. Merci d'avoir été aussi sage. Et donc je suis bien évidemment ouvert à des questions si vous en avez. Donc encore une